le cap avec chaque mois de nouveaux reportages exclusifs et une équipe qui s'étend. La littérature et ses arts associés, bof, nous a-t-on dit il y a 7 ans, lorsque nous avons démarré l'émission. Ça n'intéresse plus grand monde, c'est bien connu, les jeunes ne lisent plus et vous ne serez regardés que par quelques vieillards. Eh bien, il faut croire que tout ceci n'était que des clichés, puisque, on va dire, le cercle de nos amis grandit au fil des émissions. Nous avons de plus en plus, en fait, de spectateurs. Certains ne nous aiment pas, d'accord. Par exemple, le navet cagoulé qui nous envoie sa dernière lettre anonyme, mais bon, pas de censure dans notre émission, vous le savez, on va la passer, d'autant qu'il s'agit bien de la dernière, car il a décidé enfin, n'est-ce pas, de laisser tomber. Ah, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, hein. Et moi, je dis bravo pour l'excellente émission du 24 septembre dernier. Comment? Quoi? Mais qu'est-ce qui lui prend? Il a trop abusé de la fumette? Il est bourré? Rien de tout cela. Bon, je sais, un compliment de ma part, ça peut surprendre. Eh bien, ça ne devrait pas. J'ai toujours fait preuve d'une parfaite honnêteté intellectuelle, et je le prouve encore aujourd'hui. Et puis, comment nier l'évidence? Il faudrait vraiment être d'une mauvaise foi crasse pour critiquer des chroniqueurs qui n'hésitent pas à prendre d'énormes risques pour satisfaire notre insatiable curiosité. Edmé de Havre, par exemple, notre lady verviétoise, grande consommatrice de thé à la camomille, qui serait bien en peine de distinguer une lèvre du Norval, a quitté son milieu naturel pétri de fleurs, de soie et de bonnes manières pour se rendre la fleur au fusil dans un bar synonyme de milieu interlope où dès la nuit tombée se côtoient paumés, laissés pour compte et autres trafiquants en tout genre. Et Karine Lourdes-Desgain alors, la tudinienne d'origine, a poussé la difficulté très loin en vous présentant la légende de Marie Lino, dont personne n'a entendu parler. Quel gageur! De plus, elle a rencontré un mec qui en a fait un film avec des bouts de ficelle. On n'est même pas sûr que le réalisateur trouvera un distributeur. Alors, parler d'un film qui ne sera peut-être pas diffusé, basé sur une légende inconnue, moi je dis, c'est fort, très fort. Et Bob Boutique, qui, sur un ton à la fois doctoral et paternaliste, nous parle des différentes radios avant de s'inviter chez l'inoxydable Marc Wageber au pull couleur flashy. Et Christine Brunet, à la voix posée, mélodieuse, un brin sensuel, j'en ai encore des frissons sur l'épiderme. Aucune Miss Météo, que ce soit sur une chaîne privée ou une chaîne publique, ne pourrait soutenir la comparaison avec Nos Christine. Il faut la voir déambuler en toute décontraction, décochant au passage soit un trait d'humour dont elle a le secret, soit un sourire qui ferait pâlir d'envie Mona Lisa. Ne change rien, Christine, tu tiens le bon bout. Enfin, si jusqu'à présent l'actu TV ne l'avait pas encore fait, cette fois ça y est. Comme dirait une politicienne bientôt à la retraite, ils ont osé. Ils ont osé quoi? Mettre de l'islam au programme, sujet ô combien brûlant s'il en est. Une lettre de Charb contre l'islamophobie. Mais comment peut-on être réfractaire à une religion de paix et d'amour, même si le mot amour n'apparaît pas une seule fois dans leur livre sacré, le Coran? Cela relève du miracle, non? Venant d'une religion, ce n'est guère surprenant, direz-vous. Et puis, il ne faut pas confondre musulmans et islamistes. Ces derniers n'ont rien à voir avec l'islam, paraît-il. Ce sont les cathos qui jubilent. Ils pourront dès lors soutenir avec force que l'Inquisition, ce n'était pas le catholicisme. Signé le navet cagoulé. Eh bien voilà, bye bye monsieur le navet cagoulé, et au plaisir de ne plus jamais vous revoir. On se demande d'ailleurs pourquoi vous regardiez notre émission. Alors dès le mois prochain, c'est un nouveau personnage qui va prendre le pas. Vous le connaissez peut-être un peu, car sa page court sur Facebook depuis quelques semaines. Il s'appelle Polichinelle et il semble être au courant de bien des secrets avant tout le monde. Wait and see.
Et maintenant, un peu d'actualité, si vous voulez bien. Joe Dacmin, le fondateur et directeur pendant 52 ans du théâtre bruxellois le 140, tout simplement parce qu'il se situe au numéro 140 de l'avenue Eugène Plasky. Joe Dacmin s'est éteint le 23 septembre à l'âge de 86 ans. Tous les grands noms de la chanson française ont défilé sur ces planches. Léo Ferré, Barbara, Françoise Hardy, François Gall, Paul Naref, Higelin, Renaud, et j'en passe, tous, sauf Brassens. Un reportage de Bamboutique. Joe, comme l'appelaient ses très nombreux amis, était non seulement un personnage clé de la culture bruxelloise, mais également une caricature vivante, avec sa coiffure de lion et ses airs de dandy, grand, discret, souvent vêtu d'un manteau qu'il portait sur les épaules, sans enfiler les manches, un homme d'une grande culture qui connaissait tout le monde et que tout le monde connaissait. Bernard Debroux, ancien rédacteur en chef de la revue alternative théâtrale. Vous l'avez très bien connu. Oui, je l'ai connu parce que mon travail principal, c'était d'être un programmateur de spectacles, puisque dans ma carrière, comme on dit, j'ai dirigé le centre culturel de Tournai, enfin la maison de la culture de Tournai, et puis la maison de la culture de la Mure, où j'ai créé le centre dramatique, et puis j'ai fait de la programmation aussi à Bruxelles 2000. Mais Joe Dacmin était déjà là depuis un certain temps, parce que, étant étudiant, le 140 était un théâtre de référence. Joe, c'était un découvreur. Il pouvait prendre le train pendant toute une nuit pour aller voir un petit spectacle dont on lui avait parlé quelque part dans un petit théâtre de Hollande ou dans le sud de la France. Mère flamande, père francophone et deux frères, hein, Paul et Bernard. Et ses parents avaient un commerce de tissus. Oui. Et je pense qu'il était dessinateur graphiste dans il a étudié à la Cambre, donc il a fait... Oui, il a aussi une sensibilité plastique très très forte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va retrouver chez lui, dans sa programmation, aussi beaucoup la danse. Oui. Alors son premier cabaret, il l'ouvre avec son frère. Oui. Il s'appelle La Poubelle. Oui. Et chez lui, mais je trouve ça amusant parce que moi je n'ai jamais connu ça. Ça se trouvait au 140 également, mais chaussée d'Ixelles. Et c'était tout petit, une sorte de salle de bal derrière une friterie. Et il y a tout de suite insufflé une sorte d'esprit rive gauche, qui à l'époque était aussi d'avant-garde. Oui, c'est sûr. Ce côté justement très... Il aime bien le côté foire, le côté très... Mais nous sommes dans les années 50, là. Et il invite Barbara, qui vient chanter devant probablement un public très clairsemé. À l'époque, ce n'était pas encore la grande Barbara, mais elle écrit dans ses mémoires, Barbara, que c'était l'un des plus brillants directeurs de théâtre qu'elle ait jamais rencontré. Et alors en 60, on arrive à Los Amoil. Oui. Ça, c'est vraiment son vrai grand cabaret de départ, ça, non? Oui, tout à fait. Oui. Vous avez connu, il existe encore, Los Amoil. Oui, mais c'était pas... à ce moment-là, c'était non seulement il y avait un cabaret, et en même temps, une soirée, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient faire la fête aussi. Et puis, à l'intérieur de ça, à un moment donné, ils présentaient des chanteurs. J'y ai même chanté. Vous-même? Oui. À la guitare? Oui. Parce qu'il y a un piano derrière vous, mais vous ne jouez pas du piano. Non. Oui, c'est une partie importante de ses débuts, mais je crois que le vrai... comment dirais-je, l'épanouissement de ce travail s'est fait évidemment au Théâtre 140. Hein. Et les 6-7 premières années, il n'avait pas de subvention, rien du tout. Il était aidé par un ami mécène. Hein. Oui, il y a eu toujours du mécénat chez lui, oui, c'est vrai. C'est difficile de... Je veux dire, il y a eu tellement de choses qui... Tellement de choses, c'est fou. Passées là-bas, par exemple, les Pink Floyd ont été là avant qu'ils soient connus. Donc il était effectivement un découvreur et il est resté toute sa vie. Et puis alors, il a eu Romain Bouteille. C'était comment ça s'appelle encore, qui à l'époque commençait à être connu avec son Café de la Gare. Le Café de la Gare, oui, bien sûr. Et Coluche et Miu Miu nus sur la scène. Oui, d'accord, mais je veux dire, il n'y a pas eu que des artistes de variété, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait avec des théâtres, avec des compagnies de danse. Hein. Par exemple, le Living Théâtre est venu là, c'était un phénomène très très important dans les années 60.
66-67. Ça varie aussi, hein? Oui, bien sûr, le Grand Magic Circus, oui. Oui. Et Pina Bausch? Non, alors Pina Bausch, il l'a fait à la Monnaie. Ah! Parce que le spectacle, la salle ne convenait pas. Il a persuadé Gérard Mortier, qui était le directeur de la Monnaie à l'époque, de l'inviter là-bas. Et il était, je me rappelle très bien, parce qu'il était au 4e rang, il s'est levé, parce que la salle de la Monnaie était remplie, il dit: ce soir vous êtes au 140. Bon, il y a eu la période forte, c'était effectivement les années 60, 70, 80 encore. Après, évidemment, les centres culturels et les théâtres à Bruxelles et en Wallonie ont commencé à faire des choses qui étaient assez proches. Donc il n'avait plus ce leadership en quelque sorte. Donc il a dû trouver aussi à garder cette place qu'il avait, et il l'a gardée plutôt en continuant à chercher des choses extraordinaires. Il ne se reposait pas sur des vedettes, il cherchait. Mais je veux dire que c'est plutôt surtout de dire, il ne reposait pas sur ses lauriers, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on peut voir demain, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est avec un concert au célèbre Bacchus de la place du Manège de Charleroi que notre ami Aurélien Bell a sorti et présenté ce vendredi 6 octobre son premier album officiel après 15 ans de carrière. Nous l'avons écouté, il est surprenant d'originalité et de profondeur. Aurélien est connu pour son ton décalé et ses textes surréalistes, mais là, il a réussi un exploit en s'installant définitivement dans la série des Inclassables. Impossible de vous donner une comparaison, par exemple. C'est du belge, de l'humour noir, de la passion, de l'Aurélien. Un reportage d'Anne-Sophie Malice avec, pour commencer, le clip de l'une des chansons de son album, Nocé, Je ne sais pas, tourné par l'équipe d'Actu TV sur la place du Manège à Charleroi. Pourquoi certains s'en vont draguer et danser, nocé, et sans jamais même avoir à y penser, nocé. Pourquoi certains ont des harems entiers, nocé, quand d'autres enfin n'ont que cailloux à sucer, nocé. Pourquoi mon voisin donne des bains à ses lapins, nocé, et Angélique a ses tulipes en plastique, quel cirque. Pourquoi le pharmacien me prend pour un martien, nocé, quand je commande un pain chez lui tôt le matin, nocé, 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 nosso non lo so, nocé, nocé non lo saccio, mi connais pas trop, nosso non lo so. Pourquoi les chanteurs passent pour des glandeurs, nocé. Pourquoi les footballeurs gagnent plus qu'un facteur, nocé. Pourquoi Caroline était amoureuse de Bill, nocé. Et tant de journées débiles qui commencent à 8h pile, nausée. Pourquoi l'âme et le corps ne sont pas toujours d'accord, nocé. Pourquoi la meilleure est la raison du plus fort, nocé. Pourquoi tant d'années à apprendre à parler, nocé. Et toute une vie pour savoir quand la fermer, nocé. Nocé,
non lo so, no se. No se non schione schio, non lo saccio, mi connais pas tu. Certains s'en vont draguer et danser, nocer, et sans jamais même avoir à y penser, nocer. Pourquoi certains ont des harems entiers, nocer, quand d'autres enfin n'ont que cailloux à sucer, nocer, nocer, nocer. No so non lo so, no se. No se non schione schio, non lo saccio, mi connais pas tu. No se, no se. No so non lo so, no se. No se non lo saccio, mi connais pas trop, no so non lo so, no so non lo so, no so non lo so. Aurélien, Oui, tu es de retour en trio, si j'ai bien compris. oui, tout à fait, oui. Ça c'est le projet de l'année 2017. Qu'est-ce qui t'a... Eh bien, en fait, au départ, c'est une rencontre avec, une re-rencontre, on va dire, avec Marc Hézet, que je connais depuis une dizaine d'années, et avec Bouba, que je connaissais aussi. Bouba, le petit ourson. Bouba, Frédéric Broze à la batterie, et Marc Hézet, donc à l'accordéon, au violoncelle, qui fait aussi des claviers. Et c'est cette rencontre-là qui a été à l'origine, d'une part du spectacle, spectacle Aurélien Bel Trio, et d'autre part de l'album. Disons que oui, ça fait 15 ans que je chante, quinzaine d'années. Et que tu écris. Et que j'écris, ça fait beaucoup, même plus longtemps. Ça fait, je n'arrive même plus à situer, j'écris depuis que je suis enfant. En fait, des chansons, j'en ai écrit depuis l'âge de 13-14 ans, et la scène, ça fait 15 ans. Mais quand tu dis premier album, je trouve ça étonnant parce que tu as au moins déjà 13 ou 14 vidéos qu'on voit sur le net. Oui, mais quand je dis premier album, c'est premier album officiel. Officiel, crédité, on va dire. Tout ce que j'ai jusque maintenant, c'était des démos. Pour moi, c'est vraiment un cap symbolique qui est franchi. C'est-à-dire que c'est un tournant dans la carrière. Et ce qui est fou, c'est que c'est comme un rêve qui se réalise. C'est quand on voit matériellement quelque chose qu'on a dans sa tête depuis autant d'années. On peut toucher, On peut toucher parce que ça c'est important aussi à souligner, c'est que je voulais absolument que ça sorte d'abord physiquement. Je parle de SG. SG, donc ça c'est l'autre trio. Oui, il y a un deuxième trio. En fait. Il consiste en disons quoi? que ça fonctionne souvent par trois chez moi, j'ai déjà remarqué. Parce que Trois femmes, trois amours. Trois bébés. C'est-à-dire que deux, il faut une tierce personne toujours. Il faut toujours la tierce personne. Une chandelle, quelque chose fonctionne. Une chandelle. Ouais. Et donc, oui, Initial SG, donc c'est un projet avec Fabrice Gobessi et Sandrine Ketets qui est en route déjà depuis de nombreuses années. Hein. On a refondé le groupe en 2012. On avait déjà SG, c'est comme Serge Gainsbourg, puisque c'est un spectacle dédié à Gainsbourg, avec des chansons que nous revisitons à notre manière. Pas que reprises. Ce ne sont pas des reprises, ce ne sont pas des copier-coller. Non. C'est vraiment quelque chose qu'on met à notre sauce personnelle, et alors, à tel point, même une fois, je me souviens qu'on nous a dit qu'on ne reconnaissait même pas Gainsbourg, que ça devenait un peu une marque de fabrique, un jeu bien à nous. Quoi. Tu as chanté du Barbara, tu as chanté du Brel, du Mylène Farmer. J'ai fait une reprise de Libertine il y a pas mal d'années.
Oui, ça c'était assez surprenant. Et alors, donc, pour revenir à Initial SG, nous avons eu la chance de nous produire à Paris au mois d'avril et en juin aussi aux Fêtes de la musique, au Don Camillo. De cette année? De cette année, oui. Et on a même eu un scoop à ce niveau-là, c'est qu'on a chanté devant Lulu Gainsbourg et devant Bambou, qui était sa dernière compagne. Oui. Ah, Et ça a été quelque chose d'assez magique pour nous. est-ce que tu as la conscience d'être une sorte d'électron libre, d'ovni dans la chanson française, belge en tout cas, Oui. parce que tu es inclassable? Mais j'aime bien cette idée d'inclassable, justement. Oui. En général, souvent, quand on met des étiquettes, souvent, je remarque, c'est qu'on n'aime pas vraiment les choses, quand on essaie de les classer. Mais on ne peut pas dire que tu ressembles à un tel, parce que tes chansons sont burlesques, elles sont en même temps souvent tendres, elles sont parfois émouvantes, elles sont toujours pleines d'humour acide. Tu as une conception, tu as un phrasé, une façon de chanter que je n'entends nulle part ailleurs. Ah oui, ça c'est un très beau compliment. Disons qu'au départ, on commence toujours quand même par avoir des influences. Par copier. Par copier. Tu copies à qui? Moi, au départ, mes idoles, c'était Léo Ferré, c'était Gainsbourg dont on parlait. C'est Brassens, Brel, Barbara. Au départ, c'est tous ces gens-là qui m'ont nourri, en fait, qui m'ont donné envie de chanter. Et bon, bien entendu, quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, j'ai eu une période Ferré où là, je réécrivais dans le style Ferré. Et c'est après, bien entendu, passé la vingtaine, on va dire, que j'ai commencé à mettre tout ça un peu à ma sauce personnelle. Il y a quelque chose qui est étonnant chez toi, je trouve, c'est que d'apparence, tu as l'air, les Flamands disent stijf, ça veut dire un peu rigide, comme ça. Hein? Tu fais très sérieux, tu fais pas du tout dragueur, pas du tout crooner, et puis quand on te lâche, tu deviens un vrai clown, quoi. Oui, et encore, clown, ça dépend des moments. Je pense que cet écart-là, il existe chez tous les artistes. Mais chez certains plus que chez d'autres. C'est-à-dire le décalage entre le personnage privé de la vie de tous les jours et ce qu'on est sur scène. Alors c'est vrai que chez moi, apparemment, ce décalage est assez prononcé, ça on me l'a souvent dit. Et quelque part, c'est une bonne chose. Tu es timide? Timide, je pense, oui. Oui. Ben, on a été se balader partout sur la place, et un peu autour, on a préparé un clip pour une de tes chansons, et avec Anne-Sophie, Anne-Sophie déconne, c'est normal, puisqu'au départ, elle est déjà à moitié folle. Mais dans ton cas, toi, c'était très drôle de voir que tout d'un coup, tu étais un autre homme. Moi, pendant des années, par exemple, moi j'écris, parce que je n'ai pas fait que de la chanson, hein, j'ai aussi fait des nouvelles, des récits, des films aussi, des films vidéo. Oui, effectivement, et des films très curieux. Hein. Des films très curieux, d'ailleurs, on en avait projeté un dans une ancienne émission, je me rappelle. Et par rapport au récit, pendant des années, je me rends compte que très souvent, qui est-ce qui le lisait? C'était souvent un public très restreint, c'était quelques amis, etc. Et puis je me suis dit, ça ne va pas, il faudrait trouver une façon de pouvoir extérioriser ça pour plus de monde, justement. Parce que quand je relis, ça m'arrive parfois de relire mes vieux trucs, mes récits, et je me rends compte que je disais déjà la même chose, en fait. Ton univers, est-ce que tu trouves qu'il est noir, gris, en demi-teinte? C'est de l'humour noir, voire carbonisé à certains moments. Mais toujours tendre, non? Mais avec beaucoup de tendresse, oui, bien entendu. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'avais dit? Le drapeau de la Belgique, c'est rire jaune, humour noir. Rouge passion. Rouge passion. Et pour moi, ça résume assez bien, parce que le côté effectivement très sentimental, très tendre, écorché par la vie aussi, écorché par un certain nombre d'aventures négatives que j'ai pu sublimer, mais aussi l'humour, parce que ça c'est indispensable. L'autodérision, c'est quelque chose qui peut sauver tout, je pense. Tout peut être sauvé par l'autodérision. Oui. C'est la meilleure thérapie. Je crois. C'est vrai, hein? Oui. Chaque année, vers la même époque, et ce depuis 7 ans, nous vous présentons dans ces news les salons et foires littéraires de novembre et décembre.
Alors, beaucoup d'auteurs se demandent si ça vaut encore la peine d'y participer, car on y passe beaucoup de temps pour ne pas vendre grand-chose. Mais, quelqu'un a-t-il une meilleure idée? Les ventes en librairie exigent d'avoir un distributeur et un diffuseur, en clair, de ne plus rien gagner du tout, d'autant plus que le nombre des libraires, en Belgique en tout cas, diminue d'année en année. Quant à Internet, oui, c'est une solution possible, mais comme tout le monde s'y engouffre, on est rapidement noyé dans la masse, si bien qu'il faut y déployer une énergie considérable pour des résultats en définitive pas beaucoup plus intéressants que les foires. Bref, on tourne en rond. Alors, question, les gens lisent-ils moins? Non, les chiffres sont là, on vend autant de livres qu'avant, mais en plus grand nombre, si bien que le morceau de tarte se réduit. Alors quoi? Alors on va dans les foires et salons, mais parfois par défaut, avec cependant l'avantage de rencontrer des lecteurs physiquement, de leur parler et puis aussi de faire la connaissance d'autres auteurs avec qui on peut échanger. Ceci dit, la formule actuellement la plus efficace est d'organiser des séances de dédicaces comme Christine Brunet ou Sylvie Godefroy. Mais pour cela, il faut déjà avoir un nom, une réputation et puis un carnet d'adresses. Bref, s'être impliqué corps et âme, ce que tout le monde n'est pas prêt à faire. En fait, il n'y a pas de miracle. Quels sont les salons et foires qui s'annoncent en Belgique? Alors, il y a un salon du livre prévu les 4 et 5 novembre à Auvelais, à la salle Émile Lacroix sur la Grand Place. Notre ami Gaëtan Fausser y sera avec sa pièce de théâtre L'Héritage, dont nous avons déjà parlé dans l'émission de septembre. Et la semaine suivante, donc les 11 et 12 novembre, ce sera Tourner la page dans la salle Audra sur la Grand Place. Chloé Delis y est depuis les débuts. C'est devenu un événement incontournable pour la région. À signaler que vous y trouverez une nouvelle bière blonde baptisée les Délices du Roi Soleil, à l'occasion de la prise de la ville par les troupes de Louis XIV, voici 350 ans. Alors, on peut boire et lire en même temps. Ce même dimanche, vous pourrez encore faire un saut à Marchais-Laupont, à la bibliothèque communale qui se trouve à l'intérieur du très beau château Bilquin de Cartier, où ce sera la 5e édition d'un salon qui, d'année après année, prend de plus en plus d'envergure à Charleroi. Et ce, grâce au dynamisme de nos amis Serge Boudahazi, le bibliothécaire, mais aussi de Karine-Laure Desguin, notre chroniqueuse, qui est une des chevilles ouvrières de cette manifestation. Alors là aussi, vous trouverez un grand nombre d'amis et auteurs qui se sont déjà passés dans l'émission, comme Pierre-Paul Nélis, Salvatore Gucciardo, Sandra Dullier, Gaëtan Fausser, encore une fois, etc. Une semaine plus tard, donc le dimanche 19 novembre, c'est au Centre culturel de Namur, aux anciens abattoirs de Baumel, qu'il faudra se rendre pour le marché annuel de la poésie, encore une manifestation intéressante que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises dans Actu TV. Et nous voici déjà à la foire du livre belge, à la grande foire du livre belge qui se tiendra au Centre culturel d'Uccle les 17, 18 et 19 novembre. Ce sera d'ailleurs la 15e édition. Alors là, nous y sommes depuis des années avec un stand animé par Alain Magerotte et cette fois-ci, c'est Bob Botti qui sera l'invité interview de la présidente Jacqueline Rousseau pour parler de sa trilogie de thrillers dont 2 ont déjà été publiés, 2401 et Chaos, le 3e étant en cours de rédaction et annoncé en tout cas pour le début 2018. Et enfin, last but not least, la grande foire du livre de Mons, une semaine plus tard, donc les 25 et 26 novembre, dans l'immense hall du Mons Loto. Chloé Delis y sera, of course, avec, comme d'hab, Marcel Pack à la baguette. C'est un événement qui est devenu en quelques années une superbe réussite et nous ne ratons cet événement sous aucun prétexte. Inutile de préciser pour terminer qu'Actu TV sera partout, fidèle au poste, tout dévoué à la littérature belge qui a, il faut bien le dire, parfois beaucoup de mal à s'exprimer. Verviers va bientôt ouvrir un nouveau théâtre, ne serait-ce que pour remplacer celui et la façade de Lépreuse qui s'étiole le boulevard Gérard Champ et qui a dû fermer pour des raisons de sécurité.
C'est une belle histoire qui commence dans les années 50 où le père de Joseph Mourad, un Syrien, atterrit en Belgique pour y faire des études de pharmacie à Louvain. Peu de temps plus tard, il ouvre une petite officine à Verviers, officine qu'il transmet à ses deux fils, pharmaciens également, qui eux déménagent et s'installent en grande pompe en plein centre de Verviers, sur la place du marché face à l'hôtel de ville. Un bâtiment qu'il rénove et à l'arrière duquel il découvre une vaste salle abandonnée qui avait servi d'entrepôt, un grand magasin. Vérification faite, ils s'aperçoivent que c'était au début du siècle le siège du syndicat des ouvriers lainiers de la région, là où on réunissait les peigniers et où parfois on donnait des spectacles. 9 entrepreneurs sur 10 auraient soit revendu, soit reloué, pas les frères Mourad. Alors pourquoi ne pas restaurer, se dirent-ils, et en faire un vrai théâtre, redynamiser le centre de Verviers qui en a bien besoin, avec une sorte de foyer culturel doublé d'une brasserie avec des salles de réunion, etc. Le projet est sur le point d'aboutir. Il s'agit d'un reportage de la régionale de l'étape, Edmé de Havé. Quand on regarde les photos ici autour et les fresques, etc., on se rend compte que peut-être avant 1900 et au début des années 1900, ceci était un local de réunion pour les syndicats lainiers. Hein. C'est ça, exactement. C'est l'origine. C'était un truc socialiste en fait, quoi. C'est ça. Et ils se réunissaient ici pour faire leur meeting. C'est ça, ils faisaient ici des spectacles et des meetings. Mais à cette époque, Verviers, c'était quelque chose. Hein. À cette époque, c'était, disons, à la belle époque de Verviers, oui, c'était quelque chose. C'est-à-dire que Verviers était la deuxième ville la plus riche de Belgique, après Anvers. C'est pas pour rien que c'est Verviers, pendant la guerre de sécession, qui a fourni pour 95-96% des uniformes, aussi bien au nord, donc les uniformes bleu clair, et au sud. Si le théâtre va s'appeler le théâtre du peigné, ça vient de peigne, peigner la laine, c'est ça? Exactement, oui. L'idée d'abord, c'était de remettre en valeur un petit patrimoine, et surtout, s'il y a la possibilité de faire rêver les Verviétois. Maintenant, au niveau budget, c'est toi qui prends le budget en entier en main? En fait, pour un budget, pour parler, pour pondérer, on est pour 100% du budget nécessaire à la réalisation de notre entreprise, je vais dire, puisque ce qu'on veut, nous autres, c'est créer un espace qui peut accueillir des artistes. Oui, mais qui vous appartient en propre, l'espace. Qui nous appartient, oui. Donc c'est vraiment une entreprise privée, hein, au départ. Tu as des subsides? Non, tu n'as pas de subsides. Non, je n'en ai pas. Disons qu'en gros, on est à 75% du budget, là, en fonds propres. Oui. Il nous reste peut-être 20-25% à trouver. La ville de Verviers a donné donc son approbation pour éventuellement nous aider, c'est-à-dire on travaillerait en collaboration avec le centre culturel qui pourrait exploiter l'espace. Maintenant, pour parler en argent, 25%, ça représente, je veux dire, 200 000 euros. Oui. Combien de personnes dans cette salle? Assises, c'est, je veux dire, entre 150 et 200 personnes. 150, 175, je ne vais pas exagérer. Ouais. Je crois que 150, 175, assises de manière confortable. Debout, beaucoup plus, évidemment. Et ouverture possible quand? Je n'ai pas de réponse claire, ça peut être très vite. Si je trouve les 25% qui me manquent, c'est le temps des travaux qui ne sont pas immenses. Mais il faut encore le gérer, ce théâtre, financièrement. Il faut qu'on puisse assurer les frais du théâtre. Un théâtre ne fonctionne pas comme ça. Nous ne sommes pas naïfs, on sait que ce n'est pas dans l'artistique qu'on gagne sa vie, mais ce n'est pas là notre objectif. Maintenant, on a mis plus d'argent, d'énergie dans ce projet qu'on imaginait, donc c'est vrai qu'on a bien plus ou moins récupéré, pas récupérer nos billes, mais au moins que ce soit retirer quand même retirer un peu quelque chose, donc que ce soit plus confortable. On s'est même dit pourquoi ne pas louer l'espace
pour des sociétés qui cherchent peut-être pour des incentives ou autres, Oui, bien sûr. une ambiance d'accueil autre qu'une salle d'hôtel. Tu disais que finalement c'est ton père qui est à l'origine de ceci. C'est mon Plus ou moins. C'est pas mon père qui est à l'origine de ce projet, mais c'est peut-être mon père qui nous a inspiré le projet, Oui. parce qu'il nous a appris à aimer la ville dans laquelle il a été bien accueilli d'ailleurs. Oui, parce que tu es d'origine marocaine. Tu es marocain ou belge? Je suis syrien d'origine. Ah, syrien d'origine, voilà. Donc, tu n'es pas d'origine belge. Non. Donc, tu pénètres dans la culture occidentale au départ, en tout cas, comme ça. Ben, disons, moi je ne pénètre pas parce que j'y suis né, Oui, Oui. j'y baigne depuis toujours. Oui, mais ton père. Mes parents sont syriens d'origine, oui. Oui. Mon père est venu dans les années 50 pour étudier dans une université internationalement reconnue. C'est la raison pour laquelle son père l'a envoyé ici en Belgique. Donc c'était à Leuven, Oui. au temps où Louvain-la-Neuve n'existait pas encore. Il a étudié ici à Leuven et on lui a parlé d'une pharmacie à reprendre à Verviers. Mais lui ne connaissait pas Verviers, il connaissait Leuven, Bruxelles, Oui. Montpellier. Et quand il s'est renseigné à des Liégeois pour avoir un avis sur Verviers, ce qu'on lui a dit c'est ne va surtout pas là, ils sont tous des riches prétentieux. Mais oui, mais ça ne m'étonne pas. C'était le cas il y a 70 ans et plus du tout maintenant. Hein. Ça a complètement changé. Hein. Mais il est venu quand même. Ah oui, c'est une belle histoire. Ça nous honore aussi, finalement. Tout à fait. Nous, les Verviétois, parce que moi, je viens des Péteux. Hein, Oui, j'habite la maison. Tu t'habites pas de chez moi? Mais oui, en fait, par mon jardin, j'arrive dans ton jardin. Ah bon, mon Dieu. Voilà, on était voisins. Je suis en fait sur l'avenue Pelser. Oui. Donc on descend au bout de ton jardin, c'est chez moi. Mais Joseph, alors tu es devenu toi aussi un péteux maintenant alors. Non, parce que maintenant, non, on peut plus, non, certainement pas. Mais maintenant, les habitants des maisons actuelles de Verviers, des belles maisons, n'ont plus le profil. Non, c'est plus plus du les tout. mêmes, non. C'est pas une question de qualité de Non, la personne humaine, mais Ouais. ce n'est plus Oui. le profil social qui Mais est non. des. En fait, avec la laine qui s'est cassé la figure, Verviers a... C'est pas la laine qui s'est cassé la figure, c'est peut-être les entreprises qui n'ont pas suivi. suivi. Aujourd'hui, journée mondiale de l'espéranto. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ça que la journée mondiale de l'espéranto? Eh bien, c'est l'histoire d'un utopiste qui a inventé une langue dont le but était de permettre à tout le monde de se comprendre. Un peu comme un syndrome anti-Babel. Vous savez, la tour de Babel là, où tout le monde ne se comprenait plus puisqu'on parlait des langues différentes. Le nom de l'inventeur n'est autre que Ludwig Leiser Zamenhof, plus connu sur le pseudo du docteur Esperanto. Tu m'étonnes qu'il a voulu avoir un pseudo et changer de langue avec un nom pareil, ça m'étonne pas, moi, tu sais. Bien évidemment, ça n'a pas marché. Évidemment, il n'a pas été le seul à vouloir faire ça. D'autres nations ont essayé. Moi, je connais même la moitié d'une nation qui a été jusqu'en Afrique du Sud pour essayer de développer leur langue. Mais ça n'a pas marché non plus, bah non. Et je comprends qu'ils aient voulu essayer, parce que leur langue est vouée à disparaître. Déjà entre eux, ils se comprennent plus. Ça, c'est le début de la fin. D'ailleurs, je connais un type de cette domination... un gentil, c'est pas ça, brave, mais on comprend rien de ce qu'il dit. D'ailleurs, même les gens de sa région ne comprennent pas ce qu'il dit. D'ailleurs, à mon avis, il a inventé une langue que lui seul comprend. Et encore, je suis pas sûr. Tu sais, moi je mange des gaufres, parce que c'est bon pour le tige. Mais ça veut rien dire. Vous savez ce que moi je dis? Ça sert à rien d'inventer une langue, si on n'essaye pas d'abord de se comprendre. Il y a déjà tellement de gens qui parlent la même langue, et pourtant ils se comprennent pas. Tu comprends ce que je veux dire? Allez, bonne journée mondiale de l'espéranto. Et sinon, ça c'est facile à comprendre. Si tu veux nous suivre, viens nous rejoindre sur la chaîne Maftaboulprod. Là tu peux faire ce que tu veux, liker, partager, commenter. Là on se comprendra toujours. Allez, à la prochaine. Salut les copains. AB Négatif est un film belge d'action et de suspense du jeune metteur en scène Tony Panagiatopoulos, on dit Tony Pana pour simplifier. Encore une réalisation en cours de tournage avec des bouts de chandelle et 500 € trouvés en crowdfunding, ce qui est totalement
dérisoire pour un long métrage de 50 minutes, 5 techniciens et une trentaine d'acteurs et de figurants. Un film tourné en anglais, s'il vous plaît, pour toucher également le marché anglo-saxon. AB Négatif est une histoire dramatique de virus et de fin du monde. Nous avons vu avec Karine Laure-Degen l'équipe de tournage au grand complet dans les bois et les ronces de Montigny-le-Tilleul, dans une atmosphère prenante avec des flingues, des couteaux et des personnages inquiétants. Il faut savoir que vivre dangereusement lorsqu'on est en reportage pour Actu TV, notre chroniqueuse en a fait les frais puisqu'elle a perdu dans l'aventure 2 talonnets. Bonjour à tout le monde, aux amis de nos amis. Bonjour Antoine. Bonjour. Tony Pana, parce que maintenant dans la presse on t'appelle déjà Tony Pana. C'est ça. Ton nom à rallonge, là tout le monde l'a oublié, donc... Voilà, hop, personne s'en souviendrait. plus personne s'en souviendrait. Alors moi, bon, comme tous les Carolos, j'ai entendu parler de toi lors du court-métrage qui est passé à la Ruche Théâtre, à Marcinelle, La corde sensible, un truc noir, un type qui voulait se suicider, avec quand même la petite touche de moralité à la fin de la séance. On se demande si tu n'as pas envie d'aller aux États-Unis, mais bon, on va le savoir. Alors là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fout là au milieu des bois? Parce que moi j'ai dû grimper, je me suis cassé la figure 4 fois. Voilà. Alors Antoine, tu nous expliques? J'ai filmé, hein. Oui. Tu as filmé, oui, merci. Alors le pitch, oui c'est vrai, le film s'appelle AB Négatif. C'est un moyen métrage, plus ou moins 50 minutes. C'est ça. Donc il y a des bons et des méchants, il y a des infectés et des non infectés. Il y a l'histoire d'une cité qu'il faut payer pour rentrer. Enfin, c'est très confus, moi je ne comprends jamais rien du tout. Et surtout quand j'ai dû me taper 2 bornes à pattes en grimpant entre les feuilles. Bien sûr, bien sûr. Alors donc c'est l'histoire de 2 frères qui tentent tant bien que mal de survivre dans un monde en pleine pandémie. Donc c'est une infection sanguine qui a touché tous les groupes sanguins, à part le groupe le plus rare, AB négatif. AB négatif. Donc on a bien entendu les AB négatifs qui étaient sains et saufs, mais qui se retrouvent chassés par les autres, les infectés, qui cherchent à les chasser pour boire leur sang. Non, c'est très humain, quoi. C'est des humains qui chassent des autres humains. J'insiste sur le fait que c'est pas des zombies ou... Oui, ça va, ça, qui a fait le scénario? Oui. C'est moi. Budget réduit, ça veut dire encore plus de préparation. Donc disons que l'état budget d'esprit... réduit, j'ai quand même eu 5 000 €. Oui, on est parvenu à 5 000 € grâce à notre campagne de collecte de fonds. Dis-moi, au niveau du tournage, pour le moment, vous en êtes où, en fait? Alors, je suis content de vous dire qu'on touche quand même au bout. Ok. Il reste un peu moins de 10 jours de tournage, mais des grosses séquences quand même, et on en a mis 20 en boîte. Sur les 3 mois... Sur les 3 mois passés, on a réussi à mettre 20 jours de tournage en boîte. Donc tu crois qu'il sortira quand, ce film? Au début, ma prévision était tout à fait naïvement de dire décembre 2017. C'était le cadeau de Noël. Mais je pense que ça va plutôt avoisiner mars 2018. Alors j'ai lu 7 acteurs, 20 figurants, 5 techniciens, c'est vrai ça? Oui, oui, absolument. Ils sont là. Beaucoup de gens... C'est pas con. Maintenant, il y a aussi des gens de passage, forcément, ouais, qui viennent sur le projet. Mais en tout et pour tout, on a rassemblé déjà peut-être même plus que ce nombre que j'ai donné à l'époque, qui tourne autour du cœur. Ce qui est original, c'est que tout ton film est tourné en anglais. Oui. C'est par rapport à l'ambition. Quelque chose derrière la tête. Oui, bien sûr. Ce qu'on veut, c'est faire quelque chose qui tient vraiment la barre, qui est assez crédible pour aller le montrer aux exécutifs de maisons de production indépendantes aux États-Unis. Je dis indépendantes parce que forcément, les studios, c'est une autre limonade, on n'y est pas encore. Mais l'air est, à l'heure actuelle, fort au cinéma indépendant. Mais tu as été plusieurs fois à Los Angeles, hein? Oui, oui, en tout et pour tout. Moi, je dois avoir passé 1 an à Los Angeles, à coup de 6 mois, 3 mois, 1 mois. Mais tu as fait l'INRACI et tu as arrêté, c'est dommage. Oui, oui, j'ai commencé l'INRACI, donc première année, et c'est vraiment une question de... C'est pas les études qui m'ont fait peur ou ce genre de truc, c'était vraiment une question de philosophie, quoi. Je m'entendais pas trop avec les gens là-bas. C'était combien d'années normalement? 3 ans. 3 ans, c'est quand même vite passé, Antoine. Oui, mais je n'étais pas à ma place. Don't move. Vous êtes tous prêts? Oui.
Flotte, tire. Je crois qu'on l'a. Dis-moi Antoine, on va se dépêcher quand même parce que je commence à avoir froid, tu me prêtes ta cape? Ah bah je veux bien, maintenant j'en ai besoin pour le rôle. Oui, c'est pour rire. Elle t'a coûté cher? Non, 15 € au stock américain. Ah oui, c'est pas chez Kiss Kiss Bang Bang? Non, ça c'est autre chose, ça c'était pour récolter le plus gros du budget du film. On a fait donc un financement participatif. Crowdfunding. Un crowdfunding, absolument, pour récolter 5 000 €. Et voilà, maintenant la plupart de l'argent est déjà parti, parce que ça va vite. Dans les costumes, dans les armes à feu, les cascades, la nourriture. Pour prendre contact avec Kiss Kiss Bang Bang et traiter avec eux, comment t'as fait? C'est un site qui est en ligne à la disposition de tout artiste qui voudrait monter un projet et obtenir de l'argent de donateurs. On peut être un amateur ou un professionnel. Si on a besoin d'argent, on monte un projet qu'on décrit précisément ce qu'on compte faire avec l'argent, être le plus précis possible pour montrer qu'on ne se fout pas de la poire des gens. Et voilà, et obtenir la somme. Et pourquoi est-ce que Kiss Kiss Bang Bang est considéré comme très sérieux? Parce que ça marche, a priori. Beaucoup d'artistes font ça. C'est une vraie gestion. Hein, c'est une vraie gestion, voilà. Mais j'ai vu dans la répartition de tes comptes qu'ils entraient quand même pour un budget important, hein, 400 €. Oui, c'est 8%. C'est 3% plus, ou 5% plus 3% d'impôts, quelque chose comme ça. Mais ça reste peu quand on sait que c'est une plateforme qui va nous aider à... Plutôt que d'aller voir les gens de but en blanc et dire donne-moi de l'argent sur mon compte, ça fait un petit peu voleur, c'est pas très sérieux. Là, mais note qu'avec les armes, tu pourrais quand même essayer. Ah, on pourrait essayer, c'est des flingues à billes, donc à part... Tu peux les affecter aussi. Ah. La musique, c'est Laura Corrado, comment ça s'est passé? C'est pas encore fait. Comment ça se passe, voilà, en fait, Laura Corrado, c'est ma copine, ah, ouais. c'est ma compagne. C'est aussi The Voice Belgique, hein, qui a fait The Voice l'année passée, elle a été en quart de finale, ça s'est très bien passé, et voilà, elle a quand même assez marqué les esprits, donc on était tous très contents, et j'ai un peu surfé aussi là-dessus en me disant, ah ben, ma copine va faire la musique du film. L'inspiration première, c'est... ne pas vous parler de James Bond et des fameuses musiques d'ouverture de films comme ça. Donc on voulait qu'elle compose un morceau au thème du film, en reprenant le champ lexical du film, certains mots-clés comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fou? À mon avis, je dirais que je ne suis pas assez informé, probablement, et que c'est pour ça que ma naïveté et mes rêves de grands blockbusters américains prennent le pas sur la possibilité, sur les vraies possibilités qui existent, et c'est ce qui fait que je me lance là-dedans, parce que je suis fan d'un certain type de cinéma, c'est ce que je veux faire dans la vie. Beaucoup de cinéastes belges qui se lancent sont fans, comme tout le monde, de Spielberg, des grands cinémas américains, pour finir par faire du cinéma d'auteur. Et je trouve ça un peu hypocrite d'être fan de ces gens-là, donc c'est ce qui nous a fait grandir, c'est ce qui nous a fait choisir le cinéma, pour finir par faire du cinéma d'auteur. Pour moi, ce n'est pas assumer ses rêves jusqu'au bout. Donc moi, j'essaie d'assumer totalement. Je suis fan de Tarantino, de James Cameron, Spielberg, et bon, on va essayer de faire comme eux. Maintenant, sans critiquer le cinéma d'auteur, il y a de très bons films, bien sûr, mais un peu de magie, un peu de spectacle, c'est la définition, selon moi, du cinéma. Olivier Pehaut, vous êtes écrivain, vous écrivez des poèmes, mais vous êtes français, vous étiez avocat, je crois, vous l'êtes encore, non plus maintenant, hein, non. Et vous êtes président du grenier Jeanne Tony. Jeanne Tony, ça remonte très loin, ça remonte dans les années 60. Moi je connaissais évidemment, parce qu'elle avait un cabaret dans les environs de la Grand Place. Mais qui était Jeanne Tony? Je crois qu'elle était française aussi d'ailleurs. Oui, c'est probable, mais c'est pas ça le plus important. Jeanne était quelqu'un qui était venu probablement à Bruxelles à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et avait installé un cabaret aux chansons sur la Grande Place. Et Jeanne, J-A-N-E. C'était son nom disons de scène. Et elle a travaillé plus de 20 ou 30 ans avec son cabaret, où pas mal de gens sont passés, mine de rien, donc des gens comme Moran. Il fallait passer les jeunes en fait. C'est comme les petites caves de jazz, voilà. Mais on s'y retrouvait. Hein. On s'y retrouvait, c'était une époque où tout le monde sortait beaucoup, où il y avait une effervescence culturelle qui était
pas basé sur, qui était vraiment basé sur un travail de scène, d'aller au contact du public. Le problème, c'est que donc Jeanne est morte en 82 et Alain Mignot comme Émile Kesterman ont trouvé dommage que, entre guillemets, ce travail-là se perde. D'autant plus que Émile Kesterman était président de l'association des écrivains belges, donc il était en plein dans le milieu, et il s'est dit, bon, ce truc il a marché, c'est devenu un peu emblématique à Bruxelles, on ne va pas le laisser mourir parce que Jeanne s'en est allée. Voilà. Il fallait trouver quelqu'un pour la remplacer. Il fallait trouver quelqu'un, et c'est Émile qui a repris. Alors il n'a pas repris le grenier aux chansons, parce que Émile, mais il avait repris un peu l'idée de faire rencontrer dans une salle, disons étroite au sens étroite, des poètes, des écrivains qui lisent leurs œuvres. Avant, ça on est dans les années 80, avant il n'y avait pas cette mode de lire les poèmes devant un public, ça existait. Et il est venu ici en fait à la Petite Fleur en papier doré, et à partir de quand? Parce qu'il a itinéré, hein, il a été je crois à partir des années 80. Ici a toujours été le grenier Jeanne Tonique, a toujours été ici. Le grenier Jeanne Tonique en tant qu'association de poètes a toujours été ici. Mais alors en fait, vous avez maintenant une salle, vous avez une revue qui sort. Deux même. Il y en a deux, une revue papier, vous avez des booklets, donc des petites revues de poésie très 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 bon marché. Vous avez également un site internet, oui. Et vous avez une revue internet qui apparaît maintenant de manière régulière. Tout à fait. Donc vous êtes réorganisé. On est réorganisé. Puis surtout, il y a eu un changement de génération, hein, soyons clairs. Et puis, sur beaucoup de poètes, on s'est dit qu'il faut aussi leur donner un moyen de diffusion. Donc on a fait, comme vous dites, cette petite revue. Une micro-édition en fait. Une micro-édition, oui, c'est vraiment la micro-édition, c'est une revue pour nous. Hein. Et puis, le papier ne suffisant pas aujourd'hui, l'image étant devenue omniprésente, omnipotente, ce que vous voulez, je ne dirai pas plus loin parce que je vais dire des bêtises après. Il nous fallait quand même sur Internet développer un peu notre espace. Notre espace. Donc on a créé une deuxième revue, une seconde revue, qui a repris à moitié le nom de la très vieille revue du Grenier, donc ça s'appelle la nouvelle revue des élytres, dont le but était en fait les élytres du Hameton. Les élytres du Hameton, qui était la vieille revue du Grenier Japonais. Mais qui avait une certaine réputation. Oui, j'avais une réputation. Et quand vous voyez, il suffit de voir sur les 40 ans sur lesquels on parcourt aujourd'hui, on voit quoi? C'est que beaucoup de gens connus aujourd'hui encore, et beaucoup de poètes sont passés chez nous. Et tout ce qu'on peut faire pour faire vivre la poésie sur Bruxelles, tout ce qu'on peut faire sur développer réellement des outils pour les poètes, pour leur création, nous on le fera. Nous ne voulons pas que la poésie soit phagocytée par quelques publicitaires, donc soit rendue simplement à des slogans publicitaires. On ne veut pas que la poésie soit enfermée dans des cercles universitaires où il n'y a que deux professeurs qui construisent une poésie hors sol. Nous voulons que la poésie soit aussi au quotidien. Et pour qu'elle soit au quotidien, il faut qu'elle continue à vivre dans sa production. Et donc il faut aider la production dans sa diffusion, fût-elle orale, écrite, électronique. Et voilà, c'est ce qu'on veut faire. C'est vraiment une ambition qui nous porte. Le reste, est-ce qu'on est grand ou petit? Nous, on s'en moque. Jacques Mercier, c'est après 45 ans de radio et de télévision à la RTBF, auprès des plus grands, Stéphane Stiman, Philippe Deluc, Pierre Ocroll, Jean-Luc Fonck, Armel, Laurence Bidot, etc. et de nombreuses émissions cultes comme Musique au petit déjeuner, La télé infernale ou encore Monsieur Dictionnaire. Eh bien, Jacques Mercier, c'est un écrivain qui vient de signer son 52e bouquin. À croire qu'il travaille avec une armée de nègres ou une dizaine de clones. Je me lève tôt, explique-t-il lorsqu'on lui pose la question. C'est aussi un homme de scène qui, depuis une dizaine d'années, enchaîne les spectacles d'hiver et nous propose en ce moment même, en tant que narrateur, avec l'Orchestre Philharmonique de Liège, une adaptation du conte musical de Prokofiev, Pierre et le Loup,
dans une mise en scène de Bruno Coppens, un reportage de notre nouvelle chroniqueuse Sylvie Godefroy. Jacques, tout le monde te connaît. Je ne Tu sais pas. es Non. une légende. Non, tout le monde. Non. Ah, ça commence. Ne crois pas ça. Non. En Grande-Bretagne, pas tellement. Hein. Non, et puis même en Flandre, non, En pas tellement. On va dire en tout cas que beaucoup te connaissent. Oui, merci. Vous êtes un peu le griot des temps modernes en quelque sorte. En étant monsieur dictionnaire. En principe, le griot parle. Hein. Oui, c'est la tradition orale. Oui, hein, effectivement. c'est ça. Hein. Et c'est ce que vous faites dans le cadre de Oui. l'émission télé. Oui. Voilà. Mais cette émission déborde sur un livre qui est d'ailleurs une de vos actualités toute récente, puisqu'en septembre est sorti aux éditions Racine. Les nouvelles expressions de Monsieur le Dictionnaire, puisqu'il y en avait déjà 500 publiés dans un premier livre. Ici, on a ajouté des exemples, et ça me semblait très intéressant de mettre des extraits. Alors, des exemples qui vont dans tous les sens, hein. Ça va de Proust et de Sartre jusqu'à San Antonio, Hergé, Tintin, même le grand Jojo dans la chanson. Mais moi, je suis étonné quand on va sur Wikipédia et qu'on voit Jacques Mercier, je vois le nombre de bouquins qui ont été publiés sous ton nom. J'ai 36 éditeurs, c'est phénoménal. Hein. À mon avis, la moitié écrit par quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Ah non. Je tiens toujours. Enfin, les 52 livres que j'ai faits, je les ai écrits. J'ai pas souffert parce que j'ai pris beaucoup de plaisir, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Non, c'est un plaisir, sinon j'écris pas. Mais j'écris, je me discipline à l'écriture journalière. Donc tous les matins, j'écris. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être ce qui me passe par la tête, ça peut être un poème, ça peut être une base de roman, ça peut être n'importe quoi. Mais le plaisir de l'écriture, dans les romans et dans les nouvelles, c'est surtout que je ne sais pas généralement où je vais. Et alors, je me découvre moi-même. Pour les grands romans, hein, ça se passe en 9 mois en général, comme une grossesse plutôt. Et 9 mois d'accouchement, c'est un peu difficile. Enfin, ce serait un peu épuisant. Mais oui, les 9 mois. Alors là, il y a un phénomène que racontent en général ceux qui écrivent des romans, c'est-à-dire que, enfin pas tous, mais moi c'est comme ça, il n'y a pas de plan, généralement il n'y a pas de plan, et je fais 3, 4 pages, bon, 3 pages disons, je les autocorrige, donc c'est bétonné, je les autocorrige tout de suite, et puis je ne peux pas aller plus loin, alors j'arrête quand je ne peux pas aller plus loin, parce que j'ai pas d'idée ou parce que ça ne va pas. Le lendemain matin, après une nuit, je suis excité en me réveillant parce que je sais ce que je vais écrire. Mais ça prend de nouveau 2-3 pages. Comme si, au fond, tout était déjà là et que j'ouvrais les pages. Ce qui est intéressant pendant ces 9 mois, c'est qu'on est hypersensible. Je suis, moi, hypersensible. Parce qu'on est entièrement dans la création et donc tout nous touche. J'avais beaucoup de mal parce que j'ai forcément jamais eu 9 mois de libre devant moi, donc je continue à faire les émissions et de voir les gens, mais je comprends comment les écrivains se retirent dans une cabane près de la mer ou au fond des bois pour écrire. Et donc l'homme, on aimerait savoir qu'il est entaché de merveilleuses qualités, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir qu'il y a quelques défauts qui composent l'homme derrière l'auteur. Et c'est difficile, j'ai croisé une notaire il n'y a pas tellement longtemps par hasard qui m'a dit quels sont vos défauts, la même chose. Et j'ai réfléchi et c'est très compliqué de trouver D'où la question. Les défauts. Parce que j'ai pas un gros défaut qui serait, je ne sais pas... l'avarice. L'avarice, non. L'argent, les choses de la vie ne m'intéressent pas du tout. J'en profite, je savoure quand je... La gourmandise. Mais non, même pas. Même pas, je peux faire des jours entiers sans manger et quand je reçois du chocolat maintenant, puisque... C'est fou ce qui s'est bien mentir, hein. C'est extraordinaire parce qu'on le croirait. Hein. Quand je reçois du chocolat, je prends une praline, j'adore, et puis je les donne parce que sinon je mangerais tout. Oui, effectivement. Oui, bien sûr. La gourmandise vis-à-vis du chocolat, ça me semble évident, c'est pour ça que je l'ai fait finalement, c'est à partir de là. Alors ne parlons pas de défaut, parlons de fragilité. Quelle serait votre fragilité? Il a dit, sensibilité. Est-ce que c'est une fragilité? Non, je crois que c'est plutôt, actuellement, c'est plutôt une qualité. Alors, pour y arriver, j'ai une discipline, enfin,
je me tiens à une discipline depuis un certain nombre d'années, depuis 40 ans, disons. C'est, bon, je ne bois pas, je ne fume pas, j'essaie de faire des promenades 2 fois par semaine, je ne mange pas trop. Se lever tôt? Je me lève tôt, alors on a... ah oui, la grasse matinée, je n'ai pratiquement jamais connu ça de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Quand je me réveille, tout de suite tout se met en marche, et surtout l'idée du bonheur de ce que je vais pouvoir faire dans la journée. Voilà, ça tombe. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Dictionnaire. Oui, je ne suis pas en uniforme, hein, parce que nous répétons dans ce qui sera probablement... Oh, il y a une échelle, c'est pas encore fini, le décor n'est pas terminé, regardez. Mais nous sommes... Ah, on va tomber. Ah non, les selfies. Selfie. Donc aujourd'hui, le mot selfie, par exemple. Mais regardez, la lumière là derrière, ça sera pas beau, hein, ça. Voilà, si je fais ça, oui, comme ça, voilà. Bonjour. Et quoi? Vous êtes oui, je regarde là-bas. en train de parler à la caméra en vous regardant. Oui, c'est vrai. Alors je vous regarde. Voilà. Bonjour Philippe. Bon. Est-ce qu'on va retrouver la même ambiance? Je me suis dit, il y a déjà quelques années qu'on... Est-ce qu'on va encore rire? C'est la question que je me pose. Regardez, quand on tient soi-même, ça bouge quand on rit. C'est idiot, c'est idiot. Eh ben, un jour viendra dans pas très longtemps où ça bougera même quand vous riez. Ah oui, Parkinson. Vous savez que j'avais un dentiste qui avait la même... Moi, j'ai eu un gynécologue, un proctologue, dit Parkinson. C'est très agréable, un type que j'aimais beaucoup. Et vous continuez à brasser beaucoup d'émotions, notamment avec un projet maintenant qui s'appelle Pierre et le loup. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet? Je crois qu'on est vraiment en pleine actualité. Oui. Alors Pierre et le loup, j'étais très honoré qu'on me demande d'être le narrateur parce que je connaissais comme tout le monde Pierre et le loup et les conteurs successifs imposants qui ont lu ça. Bon, en Belgique, il y avait Poulvord, Morin, Coppens, mais Jacques Brel l'a fait par exemple, Peter Ustinov, Gérard Philippe, enfin bon. Et donc j'étais très honoré. En même temps, j'ai dit oui tout de suite parce que j'y vais toujours à l'intuition dans ce genre de choses, en disant je ne sais pas comment ça va aller, mais donc je me suis documenté dans l'heure qui suivait, j'ai vu que le texte n'est pas très long, qu'en général on peut le lire, donc ça va, ça colle dans l'orchestre à des moments bien précis, donc ça va pas être trop compliqué de suivre, puis il y a un chef d'orchestre, voilà, il n'y a pas de problème, on m'a dit bon, on va trouver un metteur en scène, c'était Bruno Coppens avec qui j'ai travaillé longtemps. Bon, je l'ai vu, il va me mettre dans un lit, enfin je vais arriver normalement à présenter les instruments, puis je vais aller dans un lit sur le côté, on va me mettre une grenouillère, et je vais avoir un grand livre, et je ne sais pas encore comment ça va aller, parce que les répétitions n'ont lieu que 8 jours avant. Non. Mais l'orchestre philharmonique qui accompagne, celui de Liège ou bien celui de Liège, 30 musiciens. C'est modulable, mais ils ont regardé, par exemple, pour la salle de Hatt, qui est un peu, la scène un peu plus petite, je crois, c'était difficile d'en mettre plus. Mais donc 30, c'est beaucoup, parce que ça peut se jouer avec 6 instruments. Hein. Donc ça va apporter un renouveau à cette façon de présenter, moderniser. Puis je vais essayer d'être le plus naturel possible. J'ai entendu, bon évidemment dans les années 60 on lisait ça. Alors Pierre sortit et puis le Prévert. Enfin c'était bon, je ne vais pas le dire comme ça. Hein. Alors, à noter que cette interview de Jacques Mercier, dont nous avons évidemment coupé une partie pour des raisons de montage et de durée, nos séquences durent rarement plus de 7 à 8 minutes, nous a paru si intéressante que nous avons décidé de la sauver dans son entier pour en faire une émission spéciale que vous pourrez trouver sur notre chaîne YouTube en cliquant simplement sur les tags Actu TV et Jacques Mercier. Alors, c'est une nouvelle formule, une de plus, que nous rééditerons peut-être à l'avenir. Les éditions Chloé Délice et Actu TV avaient organisé en septembre au Bluesfair de Liège, nous en avons parlé dans l'émission précédente avec le responsable des lieux Jean-Paul Brémaquer, une soirée littéraire et de dédicaces doublée d'un récital
de notre ami Daniel Pelfroy, qui connut un franc succès. Et on parle ici tant de Daniel que de l'événement en lui-même, auquel étaient associés 3 auteurs et chroniqueurs bien connus, à savoir Edmé de Havre, Karine Laure d'Esguin et Bob Botic. On ne va pas revenir ici sur les détails qui ont été évoqués à profusion sur Facebook et Twitter, mais nous avons des images et même un petit extrait du récital, une façon originale et très plaisante, souvent même rigolote. Il suffit de voir les oreilles de Mickey de Karine pour lire des textes et des poésies décalées. À titre d'exemple, au lieu des interviews traditionnelles, on avait demandé à Karine Laure de définir le profil psychiatrique d'Edmé. On s'est aperçu que c'était beaucoup plus grave que prévu, tandis que Bob revêtait l'habit d'un flic pour mettre Karine Laure en examen suite aux nombreuses plaintes qui nous étaient parvenues tant pour sa façon d'écrire que de coller ce texte révolutionnaire sur les vitrines des magasins ou les réverbères de Charleroi. Elle s'en sortira, mais on la tient à l'œil. Quant à Daniel Pelfroy, c'est accompagné de ses 2 fils qu'elle a offert son récital. Ce sont des images de Philippe Wertz. Ce souvenir, je te le rends. Des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement. Puisqu'on repart toujours à zéro, pas la peine de charger trop. Ce souvenir, je te le prends. Des souvenirs comme ça, j'en veux tout le temps. Si par erreur la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. Je rêve les yeux ouverts, ça me fait du bien. Ça ne va pas plus loin. Je veux pas voir derrière puisque j'en viens vivement demain. Mon bonheur te ressemble. Tous les deux vous allez si bien ensemble. Je te le dirai jamais, jamais assez. Tout ce que tu me fais fait de l'effet. Les yeux ouverts, ça me fait du bien. Ça ne va pas plus loin. Je veux pas voir derrière puisque j'en viens vivement demain. Oh oui, demain. Un dernier verre de chéri, mon amour, comme je m'ennuie. Tous les jours se ressemblent à présent. Il me manque terriblement. Chanchez, petit François en wallon ou petit Jean en flamand, est à Liège ce que Antoine en flamand est à Bruxelles, sauf que le premier est une marionnette et que le second est le marionnettiste. Son origine n'est pas bien définie, mais il semble qu'un premier théâtre du genre ait existé en Outremeuse en 1826, où on jouait des chansons de gestes du Moyen-Âge avec des intermèdes dans lesquels intervenait ce petit personnage curieux, habillé comme un ouvrier, frondeur, un rien-vantard et surtout également aux ordres de sa femme Nanès, qui le remettait dans le droit chemin à coups de poêle à frire. Quoi qu'il en soit, Chanchez appartient désormais au folklore local et toutes les écoles primaires de la province
comme de la région, mais parfois également des adultes, viennent au moins une fois visiter son musée et assister à ses exploits dans le petit théâtre du musée. Il s'agit d'un reportage d'Edmé de Havé. En fait, il y a plusieurs théâtres Tchanché ou Tchanché qui subsistent encore à Liège. C'est vrai qu'avant la Première Guerre mondiale, il y avait encore même une quarantaine de théâtres de marionnettes avec Tchanché, ici en Outre-Meuse. Je ne dis pas qu'ils utilisaient tous Tchanché tout le temps, mais traditionnellement, c'était le passe-temps de ce quartier populaire. On allait aux marionnettes, on allait voir les histoires de chevalerie avec Tchanché. Elles sont faites en bois ici, pas toujours, hein? Si, en bois de tilleul, si. Elles sont encore aujourd'hui sculptées avec du bois de tilleul. Et qui fait ça? Alors, il y en a plusieurs. Il y a encore 4-5 personnes qui sculptent. Nous, pour l'instant, c'est un sculpteur qui est ministre de la République libre d'Outre-Meuse. Donc, ça tombe bien, il travaille chez nous. C'est lui qui a fait nos dernières marionnettes de Cyrano de Bergerac, de Simenon et de Grétry. Donc, c'est lui qui... Et bon, voilà, il continue à sculpter pour nous. La plupart des marionnettes sont sculptées de manière à ce que, justement, le nez, a priori, ne se cogne pas trop. Mais voilà, souvent le nez est épaté, de manière à ce que si jamais ça tombe, ça ne casse pas. Mais à force, bien évidemment, parce que l'on joue avec, on les maintient en vie grâce à ça. Et bien évidemment, elles s'abîment, alors on les repeint, on raccommode, mais bon voilà. C'est vrai, Tchanché? Tout a marché comme prévu? Ah bah ouais, sire de votre bon seigneur. Comme sur des roulettes. Nous on joue tous les mercredis après-midi et tous les dimanches matins, c'est une pièce différente. Donc on joue chaque fois un spectacle différent. Mais à côté de ça, on va aussi beaucoup promouvoir les riotrei. Hein, donc, ça veut dire quoi ça? Alors je dirais pas que c'est des histoires pour rire, mais ce sont des histoires populaires à ce moment-là où on fait intervenir la macrale, la sorcière, le diable, et où Tchanché à ce moment-là est plutôt le bonhomme populaire du quartier d'Outre-Meuse à qui il arrive des bricoles dans la forêt ou dans le... Mais c'est un petit malin quoi, c'est un petit malin. Voilà. Oui, et alors il se fait un peu gronder par Nanès de temps en temps. Hein, Ah ben ça dépend des montreurs. Hein. Mais c'est qui Nanès? C'est sa femme. Ah, ils ne sont pas mariés, hein, ils ne sont qu'à plaquer. Ah, ils sont qu'à plaquer. Ah oui, hein, quand même. Il a une certaine liberté de Tchanché qu'il garde, mais il rentre quand même tous les soirs. Hein, et s'il traîne trop tard dans les quartiers d'Outre-Meuse, dans les petits cafés de roture, Nanès vient le chercher avec son rouleau à... Une question idiote. Tchanché, c'est avec des fils quand même. Nenni, hein. Tchanché, c'est une marionnette à tringles. Donc, il y a plusieurs types de marionnettes. Les marionnettes que l'on utilise par le bas, que l'on fait bouger par le bas, comme les marionnettes à gaine. Et les marionnettes que l'on tient par au-dessus. Alors, il y a Pinocchio, les marionnettes à fil. Mais il y a aussi les marionnettes à tringles. Alors, tringle, c'est une barre de fer. Chetone, Volche, c'est une marionnette avec deux tringles. Une tringle pour le dessus, une tringle pour le bras. À Liège, marionnette à tringle unique. Donc ça, dans toutes les marionnettes de Liège, une seule tringle sur le sommet du crâne. Et ça, c'est typiquement liégeois. Et les bras alors? Les bras suivent le mouvement du corps, mais ne sont pas manipulés directement par le manipulateur. Vous êtes une ASBL? Oui. Vous êtes subsidié? Alors, le théâtre royal ancien impérial, et c'est avant tout un théâtre bénévole. Donc nous, le dimanche matin, la troupe du théâtre royal ancien impérial joue bénévolement ici dans les locaux du musée de Tchanché. Mais au-delà de ça, le musée de Tchanché, lui, c'est une ASBL privée, alors qui est subsidiée dans certains, c'est-à-dire pour certaines choses. On est reconnu comme centre culturel, qui est également subsidiée quand elle organise les fêtes du 15 août. Elle va avoir une aide, par exemple, de la ville de Liège. Maintenant, les subsides ne couvrent pas, grand-chose, comme toujours. Des frais de fonctionnement, bien évidemment. Le bâtiment vous appartient? Alors, le bâtiment, il est provincial. Il a été remis lors d'une convention à la province. Le bâtiment est provincial, la SBL reste privée, la gestion du bâtiment est privée. Donc ça reste encore du win-win. La province, donc grâce à ça, a un bâtiment qui est entretenu, mais dont le chauffage est payé par la SBL, dont l'entretien est payé par la SBL. Et le prix d'entrée? Le prix d'entrée, c'est 3,50 €. Il faut venir un dimanche matin à 10h du matin. Le spectacle est à 10h30. À 10h, on boit un petit café au bar. À 10h30, le spectacle commence. Il n'est pas obligé de venir avec des enfants. On a des personnes âgées qui vont dans le fond. On a des adultes qui se mettent là-bas dans le coin et qui viennent juste pour l'ambiance. C'est pas en wallon, hein? C'est pas en wallon. Non. Tout est compréhensible. Tout est en liégeois. Tout est en français, pardon. Mais bon, quand je dis en liégeois, c'est vrai que Tchanché fait parfois des liaisons dangereuses. Hein, donc, mais alors après, on boit un petit péquet à l'entracte. Un seul? Un seul, hein, évidemment. Hein. Parce qu'après, il faut quand même tenir encore le deuxième acte. Et puis alors à midi, là on peut prendre l'apéro. Rouge, ça suit comme mais ça. le péquet, il faut expliquer, c'est typiquement liégeois ça, non? Hein, le péquet?
Je pense, hein, c'est bien. Alors le frise péqué, c'est en tout cas de la région liégeoise, mais on boit du péqué jusque dans les cantons de l'Est. On boit du ça porte un autre nom là, non? C'est du schnapps. C'est du quetch, du schnapps. Alors vraiment dans les cantons, c'est peut-être le schnapps, hein, mais le péqué, c'est vrai que c'est de la boisson liégeoise, hein, mais on en trouve à Namur aussi. C'est un alcool de grain, ça. C'est un alcool de grain et nous, on en fait un ici, donc on est également reconnu, la SBL République Libre d'Outremeuse est reconnue aussi comme confrérie gastronomique pour son péqué. Donc elle fait distiller un péqué à 35 degrés, ce qui est déjà rare, la plupart du temps c'est 30 degrés, et on le dégustera tout à l'heure. Hein. Quelle différence pourrais-tu donner entre Tone, qui est le marionnettiste à Bruxelles, et Tchantché? Alors, Tone, effectivement, c'est le marionnettiste, Tchantché, c'est la marionnette. Donc, il faudrait plutôt faire la différence entre Volche et Tchantché. Alors donc, dans les marionnettes, il y a déjà des différences. Dans la fabrication, dans la manipulation des marionnettes, Tchantché sont en bois de tilleul. Chez Tone, ce sont des marionnettes en plâtre, donc ça va déjà être différent. 2 tringles chez Tone, beaucoup plus de manipulateurs. Une seule tringle chez Tchantché, une main suffit pour le faire bouger. Le théâtre n'est pas, la profondeur du théâtre n'est pas pareille, la dynamique n'est pas pareille. Aussi, par exemple, l'interaction avec le public est totalement différente. Chez Tone, moi j'adore, c'est un spectacle formidable, il n'y a pas de question de réponse avec le public. Tandis que Tchantché n'avance que parce que les enfants vont lui donner une direction à avancer. Sinon, il est perdu. Où est-ce qu'ils sont cachés, les enfants? Voilà. Tous les enfants. Attention, voilà le diable. Arnaud, je me pose quand même une question, parce que bon, on parle de Arnaud par-ci, Arnaud par-là, Bruyère par-ci, Bruyère par-là, et on est venu pour Tchantché, nous. On va donc demander à Tchantché de venir pour me parler directement, de quatre yeux. Il faudrait lui demander, il est là, appelle-le peut-être. Tchantché. Voilà. Vigoureux, nos Tchantché. Ah, on est chez lui, là. Oh, nous voilà chez Tchantché. Je laisse aller. Me voilà, bonjour, mais quel domaine. Alors, voisin, ça va, tout se passe bien? Où est Nanès? Nanès, elle n'est pas sur le bouquet, elle est là-bas, elle est en train de refaire une mise en pli permanente. Ah, la nouvelle crolle encore. Elle doit aussi se maquiller pour passer à la caméra. Hein. Ben oui. Après le ménage, le nettoyage, le lessivage, il y a la crème anti-âge. Nanès, où est-ce que vous restez, donc? Nanès, là, un petit peu, hein. Il y a la télé de Bruxelles qui est venue. Ben ça va, je rattrape ça. Ah, bonjour Nanès. Oh là là, mais quelle belle nouvelle crolle. Oh bah dites donc, en voilà une qui a du coup, hein. Vous voyez, Tchantché, vous auriez pu le dire aussi, hein. Moi, je l'ai pensé très fort. Ça ne suffisait pas. Ça se voyait, il est devenu tout rouge. Et toi aussi, t'es toute belle, mes petites feuilles. Oh, hein. merci Nanès, entre femmes on se comprend. Hein. Ben, ah ouais, hein, ça, c'est pas... Mais elle est du coin, hein. Sur les guignols qui font les marionnettes, là-bas. Nanès, elle est du coin, hein, elle habite tout près d'ici. Oui, nous sommes voisines, hein. Ah ben, ouais, je te remets maintenant. C'est la petite de la copleuse à ta tête de son cousin. C'est ça. Ben, voilà. Est-ce que Tchantché se change? Est-ce qu'il a une garde-robe Alors Tchantché, donc on l'a dit, hein, c'est le sarrau, c'est sabot, le costume typique 19e. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent que Tchantché est tellement formidable. C'est le vrai liégeois, c'est le symbole même du vrai liégeois, c'est le type populaire liégeois par excellence. Et donc, ils ont envie que quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui est très franc, qui n'hésite pas à monter dans les tours pour défendre ce qui lui tient à cœur, et souvent évidemment défendre les plus faibles, eh bien on veut que tu viennes dans notre groupe, on veut que tu sois de notre équipe. Et donc c'est pour ça que Tchantché, ben, voilà, il a des costumes du monde entier, il a des costumes alors de groupes folkloriques, beaucoup. Hein, c'est comme Mannequin Peace. Alors Mannequin Peace a un peu plus de costumes, mais c'est le même principe. À part que Tchantché a offert son costume à Mannequin Peace, donc Mannequin Peace a le costume de Tchantché, mais heureusement, Tchantché n'a pas le costume de Mannequin Peace. Mais ce serait intéressant, non? Tchantché a reçu aussi le costume du maillot jaune du Tour de France, du maillot blanc du Tour de France. Ben, c'est un costume là aussi offert directement par l'organisation, garantissant seringue très très rare. Ah. Mais aussi on ne doit pas le mettre. Si, il faut le mettre. Le patrimoine est respecté. Et voilà, et la tradition a continué. Et les jeunes vont continuer à vouloir être Tchantché. Et puis, même s'ils ne sont pas Tchantché dans un théâtre de marionnettes, l'important c'est qu'ils soient Tchantché dans la rue, c'est qu'ils soient Tchantché avec leurs amis, c'est qu'ils défendent ce qui leur tient à cœur, c'est qu'ils soient des vrais Tchantché finalement. Mais tu m'as dit qu'à Liège, il y avait 200 000 Tchantché. Bah non, en fait, je me suis trompé, il y a 100 000 Tchantché et 100 000 Nanès.
Victor Serge était anarchiste et révolutionnaire. Il fut prisonnier à maintes reprises, mais c'était aussi un grand auteur belge, ou presque. Ken Lascar, cet écrivain d'origine russe, né à Issel en 1890, qui se lança à corps perdu dès son plus jeune âge dans l'anarchie et connut toutes les vicissitudes d'un engagement politique borderline. Il fit 5 ans de prison en France pour avoir côtoyé et hébergé certains membres de la très célèbre bande Abono, puis il participa au soulèvement anarchiste de Barcelone. Après quoi, il s'enfuit en Russie pour rejoindre Trotsky. Là, la police de Staline se dépêche de l'envoyer en Sibérie, d'où il revient suite à une campagne médiatique menée tambour battant par certains de ses amis auteurs français tels que Malraux, Romain Rolland, André Gide, etc. Il rentre alors en Belgique où il commence à écrire pour le journal syndicaliste liégeois La Wallonie avant de connaître de nouveaux ennuis avec la sûreté de l'État. Il fuit alors au Mexique où il sera empoisonné en 1946 par les agents soviétiques de la GPU. Rien que ça. Et pourtant, bien beaucoup le considèrent aujourd'hui comme l'un des grands écrivains belges de la première partie du XXe siècle. Un exposé de Marc Kageber. Alors, Marc Kageber, je crois qu'aujourd'hui, on va faire œuvre utile. Enfin, c'était déjà le cas, mais peut-être encore plus que d'habitude, parce qu'on va parler de quelqu'un qui est illustrement inconnu du lecteur lambda, qui est quand même connu, je crois, par les spécialistes, et qu'il est intéressant de remettre un peu dans la mémoire des gens d'aujourd'hui, et surtout des jeunes, première chose. Et puis on va parler de quelqu'un qui est un fameux Lascar aussi. Hein. Sa mère était de noblesse polonaise, tout à fait. Et le père était dans l'armée du tsar. Oui, mais il était médecin. Il était médecin. Ah oui, c'est ça. Donc il vient d'un milieu d'exilés, mais cultivé. Et ils vont d'ailleurs vivre essentiellement dans le quartier d'Ixelles, oui. Donc, où il va donc passer toute sa jeunesse. Donc ce n'est pas un Belge, c'est un Russe en Belgique, mais toute son éducation, toute sa formation, y compris aux jeunes gardes socialistes, se fait en Belgique. Ce qui fait d'ailleurs qu'on verra dans son œuvre, il cite Verhaert, il cite Maeterlinck, il a beaucoup lu. Il a beaucoup lu. Et puis, disons, vers 1910, il trouve la Belgique trop réformiste, disons. Le parti ouvrier belge n'était insuffisamment révolutionnaire à ses yeux. Et il part en France, où en effet, il y a des mouvements anarchistes plus en pointe. Et c'est important de dire, c'est quand même le hasard. Des gens de la bande Abono vont débarquer chez lui, où il vit. Il a un grand amour avec une femme, d'ailleurs, tout à fait exceptionnelle. Et donc, il va se trouver lié à la bande Abono sans être d'accord avec leur méthode. C'est très important à dire. Il n'a jamais été d'accord sur les massacres et tout. Et donc, il y aura un procès. Et finalement, Victor Serge écope de 5 ans, alors qu'il n'a pas été stricto sensu de la bande Abono. Mais il a écrit, non c'est ça, il a écrit dans ses journaux de gauche, enfin marqué, que les objectifs intellectuels, si on peut dire, et moraux de la bande Abono sont justes, que leur façon de faire est inadmissible. Mais il a accepté quand même qu'ils viennent loger chez lui pendant tout un temps. Hein. Ah oui, ils sont arrivés un peu à l'improviste. Et donc il est enfermé à la prison de Melun. 5 ans. 5 ans. Dans le hasard... Il a quel âge là? Il a 20 ans. Un peu plus. Oui, enfin, à la sortie, il doit avoir 25 ans. Mais la prison de Melun va en fait se trouver juste sur le front de 14. C'est-à-dire? Mais donc, après l'attaque allemande contre la France et la Belgique, les combats s'entendent depuis la prison de Melun. Où par ailleurs, ils sont dans une sorte d'isolement complet. Enfin, ce serait aujourd'hui les chambres comme pour le terroriste de Molenbeek. Et ce qui est fascinant, c'est que du peu d'informations qu'ils ont quand même, Serge va tirer une compréhension de la guerre de 14 qui est unique. Oui, un bouquin. D'ailleurs son premier roman.
les hommes dans la prison. Voilà. Et il dira que c'est le fait d'écrire qui l'a sauvé. Ah bon? Donc à partir de 1928 jusqu'à sa mort en 1947, c'est un écrivain majeur tout en étant un militant politique. Mais un militant politique qui évolue et qui est un des premiers opposants absolus à Staline. Et donc on a en effet surtout retenu les articles politiques, mais aussi les extraordinaires. Il a écrit les mémoires d'un révolutionnaire. Et il y a toute une pensée de Serge qui évolue presque vers la social-démocratie, c'est-à-dire en disant on s'est complètement planté, mais la transformation du monde demeure nécessaire, il faut tenir compte des libertés bourgeoises. Enfin, bon. Il y a d'abord un bloc de 5 romans, dont 2 ont été pris par la police politique soviétique, on ne les a toujours pas retrouvés. Et puis il y a un deuxième bloc avec 5 autres romans. Et dans un de ces romans, en fait, il décrit deux espions soviétiques, peut-on dire à l'époque, qui tout d'un coup se rendent compte que c'est peut-être pas normal ce qui se passe en Russie, et puis qui quittent le parti, oui. qui vont au Mexique, en fait, où tout le monde se réfugie. C'est le dernier roman qui est admirable. Bon, les premiers, naissant notre force et tout ça, il a eu plus de temps pour les écrire, donc ils sont peut-être un peu plus achevés, mais le dernier roman est un livre capital du XXe siècle. Donc il y a 2 militants pro-soviétiques de la Troisième Internationale, un homme et une femme qui sont amants par ailleurs. On est évidemment dans les années 38 et tout ça, qui ne peuvent plus accepter la duplicité dans laquelle ils sont forcés de vivre du fait du système de la propagande et de l'action communiste. Et lui décide, il part tout en disant en partie, je ne vous trahirai pas, mais je ne peux plus, et je ne veux plus, c'est faux. Alors évidemment, il y a des tentatives, comme toujours, très habiles, y compris la femme qui se promène le soir, mais enfin, bon, ils parviennent à échapper à la poursuite communiste en France, et ils prennent un bateau, ils partent au Mexique, où ils vont s'installer dans un endroit extrêmement perdu, enfin isolé, acheter une hacienda et vivre dans le rapport avec la nature et un peu l'archéologie. Avant ça, il y a un roman, Les temps difficiles, qui est fabuleux sur la description de ce qu'était la France vaincue avant l'annexion de la zone libre, on parlait d'allemand. Et puis avant ça, il y a des romans comme L'affaire Toulaev qui concerne la guerre d'Espagne, S'il est minuit dans le ciel qui concerne les exilés staliniens. Et pour toute cette période, il y a par ailleurs, il écrit des poèmes qui vont de son internement, de sa relégation, disons, par les staliniens dans un coin perdu de la Russie. En Sibérie, hein? Oui, c'est ça. Jusqu'à son départ au Mexique et à son passage en Belgique. Parce que c'est en Belgique qu'il arrive en 1936, et il va écrire dans la Wallonie toute une série d'articles qui ont été rassemblés et qui sont là aussi très intéressants. C'est le moment de la guerre d'Espagne, mais c'est le moment de Faux Passeport de Plisnier. Et donc, par exemple, il écrit sur Faux Passeport de Plisnier. C'était en fait le journal des syndicalistes liégeois. Oui, tout à fait, oui, ça n'y a pas de doute. C'était le journal de gauche, c'était le journal de gauche. Victor Serge devait être quand même quelqu'un, disons, d'important, parce que lorsqu'il a été en Sibérie, il y a eu une véritable montée de boucliers en Europe. Il y a eu Romain Rolland, André Gide, Malraux, qui ont fait des pieds et des mains pour qu'on puisse le sortir de... je ne sais pas où il était exactement en Sibérie. Pour finir, il a été banni. À la fin, c'est un nom comme Orabour, Oranienburg, enfin... Et pour finir, les Russes l'ont quand même foutu à la porte. Hein. Ils l'ont laissé partir. Ouais. Ils l'ont laissé partir. Mais justement... Le mouvement autour de Serge est évidemment lié à sa conscience d'homme engagé, aux distances qu'il a prises avec le communisme, encore qu'à l'époque ça n'est pas si bien vu, ils sont tous en train de croire que c'est le paradis, mais au fait que c'est un écrivain. C'est un écrivain qui écrit en français. Il ne faut jamais oublier que sa langue, c'est le français, son écriture qui est d'ailleurs remarquable, c'est le français. Et donc, dès 1928, enfin, dès la fin des années 20, les écrivains l'ont lu et savent que c'est un véritable écrivain. Et il a fini dans le dénuement le plus complet au Mexique. Le plus complet, je n'irai pas, mais en tout cas, dans une profonde pauvreté, une difficulté de vivre. Il n'a jamais eu de ressources. Et voilà, bon, il vit là-dedans. Et moi, ce qui m'a toujours troublé aussi, c'est que lui, là-bas, dès 1943, sait très bien ce qui se passe dans les camps de concentration. Ah bon? Ah oui, ça se passe. Il se trompe, si on peut dire, sur la quantité,
Il dit d'ici la fin de la guerre, il y aura 2 millions de juifs assassinés. Il le dit? C'est écrit. Donc quand on dit on ne savait pas, c'est quand même étrange que là-bas au Mexique, une des grandes consciences de l'humanité sait, et il sait quand même avec une certaine précision. Et puis bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise, quand j'ai lu Serge, j'ai eu un choc, comme quand j'ai lu Nouget. Est-ce qu'on trouve des statues de Victor Serge, des bustes, etc. Sûrement pas, sûrement pas, sûrement pas. Il est connu de certains, mais il est toujours décalé jusqu'à présent. Et il faut quand même se rendre compte que ce chef-d'œuvre, qui est le dernier livre, Les années sans pardon, sera publié en 1971, alors qu'il est mort en 1947. Oui, il est mort en 1947. Oui. Et voilà, c'est déjà terminé, une émission très variée comme d'habitude, et qui, je l'espère, vous aura intéressé. Pour rappel, toutes les séquences que vous venez de voir se trouvent désormais sur notre chaîne YouTube de manière individuelle. De même que cette émission d'ailleurs. Vous allez sur Google, vous demandez ActuTV émission octobre ou ActuTV est le sujet qui a retenu, on va dire, votre attention et il apparaît aussi vite. Nous approchons désormais les 1000 reportages. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site actu-tv.net. Si vous souhaitez obtenir d'autres informations, une adresse mail baudouin.boutique@skynet.bi. Prochaine émission le dimanche 26 novembre. Et bien, bye bye!